J'ai 83 ans et un jour, sans me prévenir, mes enfants ont commencé à organiser mon départ. Ils avaient déjà visité la maison de retraite, déjà parlé au directeur, déjà regardé les tarifs, déjà imaginé ma chambre, sans moi. Ils m'ont appelé un dimanche. Maman, on a trouvé un endroit pour toi. Pas une question, une décision. À cet instant précis, j'ai compris quelque chose de très douloureux. Je n'étais plus leur mère. J'étais devenue un problème à gérer. Et ce que personne ne vous dit, c'est que le plus difficile, ce n'est pas l'idée de la maison de retraite. C'est le moment où vos propres enfants commencent à parler de votre vie comme si elle leur appartenait. Après cet appel, je suis restée assise longtemps, le téléphone encore dans la main. La maison était silencieuse, mais moi, je ne l'étais plus. Chaque mur semblait me regarder, comme s'il savait déjà ce qui se préparait. Je vis ici depuis plus de 40 ans. J'y ai élevé mes enfants, j'y ai pleuré mon mari, j'y ai ri, j'y ai traversé des tempêtes. Et soudain, cette maison était devenue dans leur bouche un risque, un danger potentiel, un lieu inadapté, pas un foyer, un problème logistique. Mais laissez-moi vous parler de cette maison, vraiment vous en parler. Il y a une fenêtre dans la cuisine, face au jardin. Chaque matin depuis 42 ans, je m'assois devant cette fenêtre, avec mon café, et je regarde. Au printemps, le rosier que j'ai planté avec mon mari la première année, il est devenu immense. En hiver, les oiseaux viennent sur le rebord. Je les connais. Pas par leur nom, bien sûr, mais par leurs habitudes, par leurs heures. Cette fenêtre, c'est mon monde. Un monde que je n'ai jamais demandé à quitter. Et quand ma fille m'a montré les photos de la maison de retraite, avec ses couloirs lisses, ses plafonds uniformes, ses fenêtres qui donnaient sur un parking, j'ai pensé à cette fenêtre. J'ai pensé à mes oiseaux. Et je me suis demandé qui leur donnerait des miettes le matin. Les jours suivants, les appels se sont multipliés. Toujours polis, toujours calmes, toujours pour mon bien. Ma fille m'a envoyé des photos, des couloirs lumineux, un jardin propre, une salle commune avec des fauteuils alignés. Elle disait « Regarde comme c'est joli ». Mais moi, je regardais les fenêtres et je me demandais « Est-ce qu'on les ouvre librement? Est-ce qu'on choisit quand on sort? Ou est-ce qu'on attend qu'on nous accompagne ?» On me parlait de sécurité, de présence médicale, d'activité, yoga sur chaise, atelier mémoire, bingo. Je n'ai rien contre le bingo, mais j'ai 83 ans, pas 8. On me parlait comme si ma vie était terminée, comme si j'étais déjà entrée dans la dernière pièce. Et ce qui m'a le plus blessée, ce n'est pas leur proposition, c'est leur certitude. Ils avaient déjà décidé. Ils parlaient entre eux.
Il comparait les établissements. Il discutait des tarifs. Je n'étais plus au centre. J'étais le sujet. Je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à mes enfants. La nuit qui a suivi ce premier appel, je n'ai pas dormi. Pas d'angoisse, pas de larmes, juste des souvenirs. Comme si ma mémoire voulait tout me rappeler avant que quelqu'un décide de fermer le livre. J'ai repensé au jour où on a emménagé ici. Mon mari portait des cartons. Il chantonnait. Il chantait toujours faux, mais avec tellement d'enthousiasme que ça devenait presque beau. J'ai repensé à ma fille qui avait 3 ans et qui avait peint le mur de sa chambre avec de la confiture de fraises. J'ai repensé à mon fils qui avait appris à faire du vélo dans l'allée. Combien de fois il était tombé, combien de fois il s'était relevé. Ces murs ont tout absorbé, les rires, les disputes, les silences d'après disputes, les réconciliations, les pleurs du soir, les joies du matin. Peut-on vraiment mettre ça dans des cartons? Peut-on vraiment laisser une autre famille marcher sur ces mêmes planchers? Et moi, dans un couloir propre et lumineux, est-ce que je retrouverai tout ça? Non, on ne retrouve pas ça. On ne transporte pas une vie dans une valise. Un jour, mon fils est venu, sans prévenir. Il a inspecté la salle de bain, les escaliers, la chaudière. Il prenait des notes, comme un expert. Il cherchait des défauts, des preuves, des arguments. Je le regardais. Je reconnaissais son visage, mais pas son regard. Il ne voyait plus sa mère. Il voyait un scénario catastrophe. Une chute, une ambulance, une urgence. Il ne me voyait plus tel que j'étais. Il me voyait tel que je pourrais devenir. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à disparaître dans leurs yeux. Vous savez ce que c'est? Disparaître dans les yeux de quelqu'un qui vous aime? C'est peut-être la douleur la plus étrange qui soit, parce qu'il n'y a pas de mauvaise intention, il n'y a pas de cruauté, il y a de l'amour même, mais un amour qui ne vous voit plus, un amour qui a peur, et la peur aveugle. Mon fils m'a regardé ce jour-là, et il a vu une femme fragile. Moi, je suis une femme qui a traversé la mort de ses parents, la maladie de son mari, des années de solitude après le veuvage, et qui s'est relevée à chaque fois. Mais il n'a pas vu ça. Il a vu l'escalier, il a vu le carrelage, il a vu le risque, et quelque part, ça m'a brisé quelque chose. Pas les os, quelque chose de plus profond. La certitude que ma force était devenue invisible. Il me disait, maman, on s'inquiète. L'inquiétude, c'est un mot noble, mais parfois, l'inquiétude cache surtout la peur.
la peur de perdre, la peur de ne pas contrôler, la peur de devoir gérer. Un soir, ils se sont assis face à moi, comme une réunion. Ma fille parlait doucement, mon fils acquiesçait. Ils avaient déjà imaginé la date du déménagement, déjà parlé du tri des affaires, du camion, des cartons. Ils disaient, on veut anticiper, on veut éviter le pire. Mais le pire pour qui? Pour moi ou pour leur tranquillité? Puis mon fils a dit une phrase qui m'a traversée. Maman, tu dois penser à nous aussi, à eux, pas à moi, à leur charge mentale, à leurs inquiétudes, à leur organisation. Je me suis demandé à quel moment vivre était devenu une gêne. Je pense souvent à ma propre mère. Elle est morte à 91 ans, chez elle, dans son lit, face à sa fenêtre. Elle aussi, ses enfants avaient voulu la déplacer. Elle aussi, on lui avait montré des photos, des couloirs propres, des jardins bien taillés. Elle avait dit non, fermement, sans s'excuser. À l'époque, j'avais 60 ans et je me souviens d'avoir pensé, elle est têtue. Aujourd'hui, j'ai 83 ans et je comprends. Elle n'était pas têtue, elle était vivante et elle refusait qu'on l'enterre avant l'heure. Je suis devenue ma mère et je lui dis merci parce que sans le savoir, elle m'a appris quelque chose que je n'aurais pas trouvé seule. La dignité ne se négocie pas. Les semaines ont passé. La pression était douce, persistante, subtile. Ce n'était pas des cris, c'était des arguments, des exemples, des comparaisons. Et si tu tombes la nuit? Et si tu fais un malaise? Et si on n'est pas là? On me parlait de scénario, pas de ma réalité. Et à force d'entendre ces scénarios, j'ai commencé à douter. Pas de mes capacités, de ma légitimité. Ai-je le droit de vouloir rester? Ai-je le droit d'assumer un risque? Ai-je le droit de préférer ma liberté à leur paix? Un soir, j'ai presque dit oui. Pas parce que je voulais partir, mais parce que j'étais fatiguée. Fatiguée d'être celle qui complique. Fatiguée d'être la résistance. Fatiguée de me justifier. C'est ça le plus dangereux. On ne cède pas par faiblesse. On cède par épuisement. Il faut que je vous parle de ce soir-là. Le soir où j'ai failli dire oui. J'étais assise dans mon fauteuil, les volets fermés, la télévision éteinte. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie petite. Pas vieille, petite. Comme si j'avais rétréci, comme si leur regard avait fini par me convaincre que j'étais moins que ce que je savais être. Et là,
J'ai fait quelque chose d'étrange. Je me suis levée. J'ai allumé toutes les lumières de la maison. Toutes. Le salon, la cuisine, l'entrée, ma chambre, la chambre de ma fille, la chambre de mon fils, la salle de bain, toutes. Et je me suis promenée dans chaque pièce, lentement, en touchant les murs, les cadres de photos, les meubles que je connais par cœur. Et j'ai dit à voix haute, dans cette maison vide et lumineuse, je suis encore là. Personne ne m'entendait, mais moi je m'entendais. Et ça, c'était suffisant. Je me suis assise dans ma cuisine. J'ai regardé la table. Cette table où mes enfants ont fait leurs devoirs. Cette table où j'ai veillé mon mari malade. Cette table où j'ai fêté des anniversaires. Et j'ai compris une chose. Si je partais sans le vouloir, je ne me perdrais pas physiquement. Je me perdrais intérieurement. Ce n'est pas la maison de retraite qui me faisait peur. C'était l'effacement. L'idée que ma voix ne comptait plus. Que ma vie devenait un dossier, un plan, une transition. Alors je leur ai dit non. Un non calme, un non sans colère, un non ferme. Ils ont été déçus. Ils ont insisté encore un peu. Puis la fatigue a changé de camp. Et ils ont compris que je ne plierais pas. Après ce non, quelque chose a changé entre nous. Pas immédiatement, mais progressivement. Ma fille a cessé d'envoyer des photos. Mon fils a cessé d'inspecter les escaliers. Et peu à peu, ils ont recommencé à me voir. Pas comme un problème, comme leur mère. Un soir, ma fille est venue dîner. Juste dîner. Sans agenda. Sans brochure. Sans arguments préparés. On a mangé ensemble. On a parlé de choses légères, de son travail, de ses enfants, du jardin. Et à un moment, elle m'a regardée en souriant et elle a dit « Tu sais, maman, ton rosier est vraiment magnifique cette année. » Et j'ai failli pleurer. Pas de tristesse, de soulagement. Parce qu'elle le voyait enfin. Elle me voyait enfin. Les mois ont passé. Je me suis adaptée. J'ai installé des barres d'appui, retiré les tapis, pris un bouton d'alerte. Oui, je suis prudente. Mais chaque changement était le mien. Et ça change tout. Ce n'est pas la même chose de faire un changement parce qu'on vous l'impose et de le faire parce qu'on l'a choisi. L'un vous enlève quelque chose, l'autre vous redonne de la force. 1 an plus tard, je suis tombée dans ma cuisine. Rien de cassé, juste une chute. Mon fils a dit « Tu vois ?» Oui, je vois. Je vois que la vie comporte des risques.
à 20 ans, à 50 ans, à 83 ans. Mais vivre sans risque, ce n'est pas vivre. Je lui ai dit calmement, tu es tombé combien de fois, toi, dans ta vie? Il n'a pas répondu, mais il a réfléchi. Je le voyais dans ses yeux. Alors j'ai continué. Chaque fois que tu es tombé, tu t'es relevé. Et personne n'a décidé pour toi que tu n'avais plus le droit de marcher. Il a baissé les yeux. Pas de honte, de compréhension. Et doucement, il m'a pris la main, sans rien dire. C'était mieux que n'importe quel mot. Je pense souvent aux autres femmes de mon âge, celles qui ont dit oui, pas parce qu'elles le voulaient, mais parce qu'elles étaient épuisées, parce que personne ne leur avait dit qu'elles avaient le droit de refuser. Je pense à elles, et je voudrais leur dire juste une chose. Votre vie vous appartient, pas à vos enfants, pas à vos médecins, pas aux brochures colorées, à vous. Votre fatigue est réelle, votre corps change, vos forces diminuent peut-être, mais votre voix est encore là. Et tant qu'elle est là, utilisez-la, même si elle tremble, même si on essaie de la couvrir, utilisez-la. Je voudrais aussi parler aux enfants, à ceux qui reconnaissent leur histoire dans ce que je raconte. Je ne vous en veux pas, vraiment. Je sais que vous aimez vos parents. Je sais que vous avez peur. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que vos parents n'osent peut-être pas vous dire. Quand vous prenez des décisions à leur place, même avec les meilleures intentions, vous leur envoyez un message qu'ils entendent, même si vous ne le dites pas. Le message que leur vie ne leur appartient plus. Et ce message, il fait plus mal que n'importe quelle chute. Ce dont vos parents ont besoin, ce n'est pas que vous décidiez pour eux, c'est que vous décidiez avec eux. La nuance est immense. Demandez, écoutez, respectez le non, même quand ça vous fait peur. Surtout quand ça vous fait peur. Aujourd'hui, je suis toujours ici. Je bois mon café le matin. Je regarde mon jardin. Je connais chaque craquement de cette maison. Je ne suis pas un problème. Je suis une femme, avec une mémoire, avec une histoire, avec un droit, le droit de choisir. Le rosier a fleuri cette année encore. Les oiseaux sont revenus sur le rebord de la fenêtre. Ce matin, l'un d'eux s'est posé plus longtemps que d'habitude. Il m'a regardé, ou peut-être que c'était moi qui regardais. Et j'ai pensé, voilà, c'est ça la vie, ces petits matins,
ces petites présences, ces petites libertés que personne ne peut mettre dans un carton. Peut-être qu'un jour je partirai. Peut-être qu'un jour je n'aurai plus la force. Mais ce sera ma décision. Pas une organisation en coulisses. Pas une réunion sans moi. Vieillir ne vous retire pas votre dignité. Et parfois, le dernier acte de liberté qui nous reste, c'est de dire non. Je n'ai pas dit non pour être difficile. J'ai dit non pour rester vivante. Et tant que je pourrai décider, je déciderai. Parce qu'à 83 ans, on n'a peut-être plus toute la force du monde, mais on a encore le droit de choisir comment on vit. Et personne, même avec de bonnes intentions, ne devrait nous l'enlever. Votre vie vous appartient. Jusqu'au bout. Vous êtes là, entier, entière, avec vos forces, avec vos faiblesses, avec votre histoire. Et votre voix compte. Elle a toujours compté. Et elle comptera jusqu'au dernier matin où vous vous asseoirez face à votre fenêtre avec votre café et votre jardin et vos oiseaux. Et ce matin-là, quel qu'il soit, sera le vôtre, entièrement le vôtre.